Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine, des combats se sont poursuivis cette nuit dans Khartoum. Selon l'ONU, si la trêve n'est pas respectée, 1 million de personnes supplémentaires pourraient fuir vers les pays limitrophes qui redoutent une extension de la violence. En RDC, alors que plus de 6,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, les besoins humanitaires augmentent de façon exponentielle à tel point que la situation est qualifiée par l'ONU de crise humanitaire très aiguë et très complexe. Et au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a inauguré la giga-raffinerie de l'homme d'affaires Ali Dangote, un projet colossal d'une valeur de 20 milliards de dollars qui devrait radicalement changer la donne pour le géant ouest-africain. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur de la trêve d'une semaine, des combats au sol et des frappes aériennes ont eu lieu à Khartoum dans la nuit de lundi à mardi entre l'armée et les paramilitaires censés laisser passer civils et aide humanitaire. Une violation de la parole donnée qui s'ajoute à la dizaine de trêves qui ont déjà échoué dès leurs premières minutes. Émeric Torhuignan. À peine entrée en vigueur, la trêve a déjà volé en éclats. Après plus de 5 semaines de conflit au Soudan, un cessez-le-feu conclu entre l'armée et les paramilitaires sous l'égide des États-Unis et du Riyad est entré en vigueur lundi soir. Mais dans la soirée, des tirs ont été encore entendus dans la banlieue nord-est de Khartoum. Pour sa part, le gouvernement du Soudan s'engagera à respecter les principes de la déclaration de Djerba avec cet accord tout en respectant le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Il fournira les conditions pour fournir une aide d'urgence et un accès sans entrave aux travailleurs humanitaires. Cette trêve obtenue au terme de 2 semaines de négociations, devait servir à relancer services et hôpitaux et réapprovisionner stocks humanitaires et marchés pillés ou bombardés. Face au non-respect des engagements, l'ONU en appelle à la responsabilité des belligérants. Les deux parties m'ont demandé de condamner les actions respectives de l'autre partie. J'appelle les deux à mettre fin au combat et à reprendre le dialogue dans l'intérêt du Soudan et de son peuple. Mais au 37e jour consécutif de conflit, les 5 millions d'habitants de la capitale soudanaise Khartoum ont passé la journée au milieu des combats sous une chaleur écrasante, pour la plupart privés d'eau, d'électricité et de télécommunications. À Khartoum, au Darfour et ailleurs, les parties belligérantes ont mené leur guerre sans se soucier des lois et des normes de la guerre. À ce jour, 25 millions des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire selon l'ONU. Le conflit à l'est de la République démocratique du Congo continue de causer du tort, même s'il fait moins de bruit. Alors que plus de 6,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, les besoins humanitaires dans ce pays augmentent de façon exponentielle, à tel point que la situation est qualifiée par l'ONU de crise humanitaire très aiguë et très complexe. Émeric Torhuignan. Avec plus de 6,3 millions de déplacés internes, la RDC vit l'une des crises humanitaires les plus préoccupantes au monde. Lundi à Genève, lors d'une conférence de presse, le représentant spécial adjoint de l'ONU dans le pays s'en est alarmé et s'indigne du silence du reste du monde face aux désastres en cours au Congo depuis plusieurs décennies. The situation is definitely not business as usual. La situation n'est pas du tout comme d'habitude. La crise humanitaire prolongée en RDC reste très aiguë et très complexe. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, il s'agit de la crise humanitaire la plus négligée au monde. Elle est aggravée par de nombreux facteurs, notamment le manque de présence de l'État dans certaines régions et le manque d'infrastructures. Conflit meurtrier,
À l'est du pays, catastrophes naturelles à répétition et des épidémies rendent la situation humanitaire de la République démocratique du Congo de moins en moins soutenable. Et la résurgence du groupe rebelle M23 est venue enfoncer le clou. Depuis mars 2022, la situation s'est vraiment aggravée, surtout avec la résurgence du mouvement dit M23. Les besoins humanitaires, qui étaient déjà très élevés, ont encore augmenté. Ils sont montés en flèche avec les déplacements de populations supplémentaires. En particulier, la résurgence du M23 a eu des conséquences directes avec plus d'1 million de personnes déplacées supplémentaires, principalement dans le Nord Kivu et surtout autour de la ville de Goma. Par exemple, depuis le début de l'année 2023, plus de 200 000 nouvelles personnes se sont déplacées dans la province de l'Ituri, portant le total à plus de 1,6 million de déplacés dans la région. Dans tout le pays, au total, l'ONU enregistre désormais plus de 6,3 millions de déplacés internes, soit le nombre le plus élevé du continent. Pour faire face à cette urgence humanitaire, l'ONU aurait besoin cette année d'une enveloppe de 2,25 milliards de dollars, mais jusqu'à présent, seulement 20% de ce montant ont été mobilisés. Et fin juin, le Conseil de sécurité discutera de l'avenir de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. À quelques semaines de cette réunion cruciale, la question du renouvellement du mandat divise non seulement les membres du Conseil, mais également la population malienne. Je vous propose d'écouter ce sujet. Comme nous le savons tous, nos membres sont divisés et donc nous ne pouvons atteindre que ce que j'appelle les objectifs intermédiaires du maintien de la paix. Donc, essentiellement en préservant les cessez-le-feu et en protégeant les civils. Je pense qu'il est important de souligner l'importance cruciale de ces objectifs intermédiaires car ils sont souvent sous-estimés. Je pense qu'il existe de nombreuses situations où les hostilités reprendraient si nous n'avions pas ces soldats de la paix pour protéger le cessez-le-feu. La Corne de l'Afrique fait face à une crise caractérisée par la famine, les déplacements de la population, les pénuries d'eau et l'insécurité. C'est dans ce contexte que l'UNICEF lance un appel à investir dans des systèmes durables et résilients pour protéger les enfants et les communautés de la région où, je vous le rappelle, plus de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Mathieu Nicolas. C'est un appel d'urgence à prendre au sérieux. Lundi, dans un communiqué de presse, l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme sur la situation des enfants de la Corne de l'Afrique. Ils sont plus de 7 millions de moins de 5 ans à souffrir de malnutrition. Selon l'agence onusienne, près de 2 millions d'entre eux risquent de mourir. Au cours des 3 dernières années, les communautés ont été obligées de prendre des mesures extrêmes pour survivre. Et des millions d'enfants et de familles désespérées ont quitté leur maison à la recherche de nourriture et d'eau. Cette crise a privé les enfants des fondements essentiels à leur enfance, pouvoir manger à sa faim, avoir un toit, de l'eau potable et aller à l'école. L'Éthiopie, le Kenya et la Somalie sont les pays les plus touchés par cette malnutrition. Dans ces pays, les populations se heurtent à des conditions météorologiques extrêmes, comme des périodes de sécheresse record. Et même si les pluies récentes, notamment en Somalie, ont apporté un peu de soulagement, elles ont aussi engendré des inondations. Résultat, le sol desséché n'absorbe pas les grandes quantités d'eau, ce qui entraîne de nouveaux déplacements, un risque accru de maladies, des pertes de bétail et des dégâts causés aux cultures. Les pluies ont apporté un peu de soulagement et d'espoir, mais aussi de nouvelles menaces. Et le rétablissement ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les cultures repoussent, que les troupeaux grandissent et que les familles se remettent de ces années de difficultés. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à leur apporter un soutien. En 2022, l'UNICEF a fourni des services de prévention de la malnutrition à plus de 30 millions d'enfants et de mères. Cette année, la crise sans précédent nécessite de plus gros moyens. Objectif, aider non seulement les enfants à se remettre d'une crise de cette ampleur, mais aussi à développer des systèmes plus résilients et durables, capables de résister aux impacts climatiques futurs et à d'autres chocs.
Nouveau rendez-vous avec la justice au Sénégal. Le procès pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a repris ce mardi en son absence au tribunal de Dakar. L'affaire tient le Sénégal en haleine depuis plus de 2 ans, tant la candidature de Ousmane Sonko a donné lieu à des crispations, des incidents et des heurts. Pour rappel, dans ce procès qui l'oppose à Adji Sarr, le leader du PASTEF a reconnu être allé se faire masser pour apaiser des douleurs, mais a toujours réfuté les accusations dans le dossier de viol présumé et crié au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Une inauguration très attendue a eu lieu ce lundi 22 mai avec 7 ans de retard pour la première raffinerie privée de pétrole brut au Nigeria et réalisée par Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Cette réalisation estimée à 20 milliards de dollars concrétise un vieux rêve pour les Nigérians et constitue l'un des plus importants investissements réalisés dans le pays. Émérite Rognon. C'est une infrastructure qui va radicalement changer la donne dans le secteur pétrolier au Nigeria, confronté régulièrement à des problèmes de pénurie de carburant. Une usine de raffinerie, la première détenue en grande majorité par un privé dans le pays. Un vieux rêve du richissime homme d'affaires Aliko Dangote, devenu réalité. Cette méga raffinerie, plus qu'une infrastructure industrielle, ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent. Son inauguration s'est déroulée lundi. Au départ, nous pensions entrer dans l'industrie en acquérant les raffineries de friches industrielles dans le cadre du programme de privatisation du gouvernement en 2007. Malheureusement, le résultat de l'exercice a été le résultat inversé et nos paiements ont été retournés. Nous nous sommes ensuite engagés à entrer dans le leadership mondial imaginaire avec une vision d'investir dans une raffinerie nouvelle qui transformerait l'industrie au Nigeria et en Afrique dans son ensemble. Et c'est pourquoi nous avons opté pour la plus grande raffinerie jamais construite au monde. Cet ambitieux projet promet de stimuler la croissance alors que ces dernières années ont été marquées par une grave détérioration de la situation économique. Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars est la plus grande raffinerie en train unique du monde, selon le groupe Dangote. À plein régime, elle devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent. Nous avons construit une raffinerie d'une capacité de 650 000 barils de pétrole brut par jour, plus de 900 000 tonnes métriques de polypropylène dans un seul train, ce qui est la plus grande construction jamais réalisée. Nous avons sélectionné les meilleures usines et équipements et leur dernière adéquation à travers le monde. Les ardoises de produits sont conçues pour répondre aux normes de qualité les plus élevées des produits de grande valeur. Le site industriel a été construit à côté du nouveau port en eau profonde de Lekki, inauguré en 2022 dans la périphérie de Lagos. Preuve que le projet entre dans une stratégie plus globale d'industrialisation du pays. L'inauguration de la raffinerie a eu lieu en présence des présidents du Nigeria, du Togo, du Ghana, du Niger ou encore du Sénégal et le représentant du chef d'État tchadien. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a lancé la construction de la première route de désenclavement de la Likwala dans le cadre du corridor 13 menant à la République centrafricaine et au Tchad. Des travaux financés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour un montant de plus de 164 millions de dollars. Un projet colossal qui favorisera la liaison routière Congo-Centrafrique-Tchad en passant par Pokola mais aussi le désenclavement de cette contrée. Reportage Louis-Marcel Satou. Ce projet qui consiste à la construction du pont de 616 mètres sur la rivière Songa et le bitumage du tronçon Wesso-Pokola Corridor 13 et les voiries de Pokola par la société chinoise CRBC, notamment dans la première phase, répond à la vision du gouvernement, celle de désenclaver l'arrière-pays. Le financement que la BDAC a octroyé à l'État congolais s'élève à 99 milliards 700 millions de francs CFA. Donc on peut arrondir à 100 milliards de francs CFA. C'est pour couvrir les travaux de l'étation de la route Wesso-Pokola
ainsi que le pont sur la Sanga, avec quelques aménagements connexes au niveau de la municipalité de Pokola. C'est donc un projet intégrateur qui rentre dans le cadre des 11 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC. Il s'agit pour le chef de l'État de poursuivre et finaliser progressivement, au gré des vents et selon le rythme des saisons, les projets d'équipement du territoire. Ici, de ce côté-ci de l'Équateur, le président œuvre méthodiquement, je dirais même avec munitie, à poser à partir de Ouesso les jalons importants du désenclavement de la Likwala et atteindre la frontière avec la République centrafricaine. Avec la construction de ces deux ouvrages, le chef de l'État a grandement réussi son pari. Les autorités locales, tout comme la population du département de la Sanga, voient en ce projet une étincelle d'espoir quant au développement de leur département ainsi que de son ouverture à d'autres horizons. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale préparée par Noen Dong et Ahmed Chignou. Les associations de presse guinéennes ont annoncé lundi boycotter toutes les activités des autorités guinéennes tant que ces dernières ne lèveront pas les restrictions imposées à la diffusion de l'information comme la limitation de l'accès à Internet. Elles ont par ailleurs déclaré le porte-parole du gouvernement et ministre des Télécommunications, Ousmane Gawal Diallo, ennemi de la presse guinéenne. Elles dénoncent la saisie la semaine dernière, notamment des émetteurs de 2 radios du groupe de presse Afrique Vision et les propos du porte-parole du gouvernement selon lesquels les autorités feraient fermer tout média qui contribuerait à saper l'unité nationale ou à soulever les Guinéens. Elles ont annoncé une journée sans presse ce mardi et une marche de protestation le 1er juin. Ousmane Gawal Diallo avait cependant démenti toute implication des autorités dans les perturbations sur Internet et dans l'opération contre Afrique Vision. Dans l'océan Indien, il n'y aurait aucun survivant après le naufrage d'un bateau de pêche chinois le 16 mai dernier. Le bateau avait 39 personnes à son bord au moment de l'accident. Selon une enquête préliminaire du gouvernement chinois dévoilée mardi, 17 Chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins étaient à bord du navire. Lundi, les médias d'État chinois avaient indiqué que 7 corps avaient été repêchés sans préciser les nationalités des victimes. Ce mardi, le ministère des Transports a indiqué que les sauveteurs avaient cherché dans une zone d'environ 64 000 km² et n'avaient trouvé aucun signe de survivants. Les conditions météorologiques auraient compliqué les opérations de secours. Les autorités brésiliennes ont déclaré lundi soir l'urgence zoosanitaire dans tout le pays. Premier exportateur mondial de poulet après la découverte de 3 nouveaux cas de grippe aviaire, ce qui porte à 8 le total recensé depuis la mi-mai dans le pays jusqu'à présent épargné par la maladie. Tous les cas concernent des oiseaux sauvages. La mesure, qui restera en vigueur pendant 180 jours, vise à empêcher que la maladie n'atteigne la production de volailles à des fins de subsistance et commerciales, ainsi qu'à préserver la faune et la forêt sauvage et la santé humaine. L'interdiction des foires, concours et expositions de volailles déjà en vigueur est par ailleurs prolongée. Hier, nous faisions vivre sur la chaîne, ou plutôt revivre en images, la 51e édition de la Fête nationale de l'unité au Cameroun. Au programme défilé militaire, paramilitaire et civil, à Paris, lundi, c'était au tour de la diaspora camerounaise de se réunir à l'ambassade pour célébrer cette fête de l'unité nationale. Reportage David Pem. Il était 12h, heure de Paris, quand l'ambassadeur du Cameroun en France fait son apparition à l'esplanade de l'ambassade du Cameroun en France. Revue de troupes, honneur au drapeau national, remise des distinctions honorifiques et défilé militaire ont constitué l'essentiel de la célébration de la 51e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun en France. Cette 51e édition se célèbre sous le thème « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix
et l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Un thème fort interpellateur qu'analyse l'ambassadeur du Cameroun en France. Ce thème nous inspire le rassemblement, qui est un vœu très cher au président de la République, l'unité nationale, l'unité de tous les Camerounais, et pour que nous soyons tous ensemble pour regarder vers la même direction. Cette même direction pour le développement de notre pays et relever les grands défis qui nous interpellent. Car il y a beaucoup de grands défis qui nous interpellent. Il y a les défis de développement, il y a les défis sécuritaires, il y a les défis de l'intégration de l'unité que je viens de rappeler tout à l'heure. Tout ça fait que ce thème nous appelle donc à l'unité. Bien avant la célébration de ce 20 mai, l'attaché de défense à l'ambassade du Cameroun en France a offert un repas de corps. Repas au cours duquel il est amplement revenu sur le rôle qu'ils doivent jouer, l'armée et les populations camerounaises, pour consolider la paix et l'unité. Messieurs et mesdames les soldats, vous qui avez pour mission de défendre le peuple, ce peuple ne saurait être l'objet de vos réprimandes ou violences, mais un idéal et un atout à protéger avec honneur et fidélité. Pour vous, messieurs les soldats, pour nous, en bon entendeur, salut. Protégez votre peuple. Au peuple camerounais, le thème dit « Vos soldats ne sauraient être traités comme une entité détestable, car il doit inspirer pour vous la sérénité nécessaire au bon développement économique et social de la nation. » Présent à ce repas de corps, l'ambassadeur du Cameroun en France prenait ainsi part à sa première cérémonie du genre depuis sa nomination. Le président de la Banque africaine de développement a appelé à une mobilisation urgente des financements en faveur du climat dans une situation catastrophique en Afrique, lors d'une conférence qu'il a animée en marge de la 58e assemblée annuelle de l'institution qui se tient à Sharm el-Cheikh en Égypte. Mathieu Nicolas. C'est à Sharm el-Cheikh en Égypte que s'est ouverte la 58e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, la BAD, sous un thème spécifique, mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Un thème qui ne surprend pas, le continent africain est fortement touché par le changement climatique et ses conséquences désastreuses. Selon Akinwumi Adesina, le président de la BAD, il faut plus de moyens pour agir. On a besoin de l'investissement par les investisseurs institutionnels, soit l'énergie, soit l'eau, soit l'investissement, soit la technologie digitale. Donc il faut donc d'avoir plus de ressources pour pouvoir tirer ou bien lever les ressources financières à travers de la secteur privé. En Afrique, les changements climatiques ont multiplié et aggravé les épisodes de sécheresse. C'est notamment le cas en Afrique de l'Est en ce moment. Ailleurs en Afrique centrale et dans le Sahel, des inondations ont ravagé les sources d'eau propre. Alors, pour lutter contre ces phénomènes et permettre à l'Afrique de faire une transition verte, la Banque africaine de développement demande une mobilisation sans précédent des investisseurs privés. Les besoins de financement cumulés de l'Afrique sont estimés à 2,5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Mais pour l'instant, elle n'en reçoit que 30 milliards, une somme insuffisante. Reste à savoir si ces 3 jours d'assemblée permettront aux investisseurs privés de sauter le pas et de jouer un rôle mobilisateur sur les 2 questions que sont le changement climatique et la transition vers une croissance verte. 454e jour de guerre en Ukraine et une nouvelle attaque a eu lieu. De nouveau, la Russie a annoncé avoir écrasé le groupe ayant attaqué la région russe de Belgorod. Il s'agit de la plus grave incursion en territoire russe depuis le début du conflit ukrainien. Volodymyr Zelensky, de son côté, s'est rendu sur le front dans la région de Donetsk en Ukraine. Le point sur la situation avec Laurent Leleu. À peine rentré de sa tournée internationale, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu sur les positions avancées des forces armées ukrainiennes dans la région de Donetsk. Une visite durant laquelle il a rappelé l'importance de ce corps de Marines, mais pas seulement.
Chaque jour, sur le champ de bataille, les Marines ukrainiens prouvent qu'ils sont une force puissante qui détruit l'ennemi, libère les terres ukrainiennes, accomplit les tâches les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, nous augmentons considérablement le potentiel des Marines et créons un corps des Marines. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la journée des Marines ukrainiens et a été l'occasion pour Volodymyr Zelensky de remettre des décorations d'État aux militaires, qu'il a remerciés au nom de la patrie. Vous tous, qui avez déjà démontré votre capacité à accomplir l'impossible, au nom de notre peuple, j'exprime notre gratitude à vous, les Marines ukrainiens, pour votre dévouement envers notre nation. Cette visite contraste avec la tension palpable de l'autre côté de la frontière, où ces 2 derniers jours ont été marqués par une importante incursion armée sur le sol russe depuis l'Ukraine, qui a forcé l'évacuation de plusieurs localités. Une attaque revendiquée par des groupes russes anti-Poutine, engagés sur le front ukrainien depuis des mois, et qui avaient déjà mené des opérations similaires, mais de moindre ampleur. Nous sommes Russes, comme vous. Nous sommes des gens comme vous. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un monde où ils sont libres. Mais cela n'est pas possible dans la Russie moderne et pourrie de Poutine. Le temps est venu de mettre fin à la dictature du Kremlin. Dans la journée, Moscou a affirmé avoir écrasé ce groupe qui, selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, n'était rien d'autre qu'une tentative de Kiev de détourner l'attention de la chute de Bakhmout. Et avant de nous quitter cette information, l'écrivain britannique Salman Rushdie a indiqué mardi vouloir recommencer à écrire 9 mois après l'attaque au couteau qui a failli lui coûter la vie aux États-Unis. Une annonce qui va ravir ses lecteurs. L'auteur de 75 ans a posé pour les photographes après avoir reçu une médaille au château de Windsor à l'ouest de Londres. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Sud.